Les conditions météo règnent sur notre monde, apportant la vie, la mort et la destruction. Recule, bon sang, ça va aller. Oh, c'est pas vrai! Ils sont en train de se noyer! Découvrez des images encore plus fortes et incroyables. Avec des catastrophes naturelles meurtrières. C'était l'un des moments les plus terrifiants de ma vie. Avec des tremblements de terre effrayants. J'ai vu ma vie défiler sous mes yeux. J'ai cru que je m'en sortirais pas. J'ai vu un immeuble entier s'effondrer. On aurait dit un film catastrophe. Et des éruptions volcaniques. Ça dépasse mes rêves les plus fous. Découvrez les images filmées par les témoins de ces catastrophes. On va mourir! On peut pas rester là! Éloignez-vous des fenêtres! Éloignez-vous, vite! Et leurs histoires défiant la mort. Sur le coup, j'ai vraiment cru qu'elle était morte. J'ai dû jouer les cascadeurs pour me sortir de là au plus vite. Je pensais que j'allais mourir brûlé vif. Nous allons nous retrouver nez à nez avec Dame Nature. C'est dingue! C'est complètement dingue! Et être les témoins privilégiés Attrape ma main! de la puissance des éléments naturels. La montagne allait nous engloutir. Ça vient vers nous! C'est l'enfer ici! C'était terrifiant. Je n'avais jamais rien vécu de pareil de toute ma vie. Mettez-vous à l'abri! Tout de suite! Dans cet épisode, Éloignez-vous des fenêtres! aux États-Unis, un monstrueux ouragan provoque le plus grand déluge depuis 1000 ans. Aidez-nous, je vous en prie, ils sont en train de se noyer. Des inondations détruisent un petit village des Cornouailles. L'eau tombait des digues. On aurait dit les chutes du Niagara. Après un brusque changement de météo, des parachutistes survivent miraculeusement à une collision en plein air. Sur le coup, j'ai vraiment cru qu'elle était morte. Texas, 25 août 2017. Au large du golfe du Mexique, Harvey, un énorme ouragan avec des vents allant à plus de 160 km/h, fonce droit sur la côte des États-Unis. L'ouragan Harvey continue de s'intensifier et est désormais un ouragan de catégorie 1. 12 ans après les ravages provoqués par l'ouragan Katrina, l'Amérique se prépare à affronter l'enfer. L'ouragan Harvey va sûrement apporter de très fortes pluies pouvant être dangereuses jusqu'au centre du Texas. Même les animaux se mettent à l'abri. Regardez, ce faucon s'est réfugié dans ma voiture. Et il a l'air d'être terrorisé. Il est rentré dedans? L'ouragan Harvey devant frapper la ville côtière de Rockport en premier, celle-ci est déserte. C'est là que le chasseur d'ouragan Josh Morgerman l'attend. L'ouragan Harvey arrive. Je vais devoir rentrer, c'est la folie dehors. Pour cet accro aux conditions météo extrêmes, plus c'est gros, mieux c'est. J'éprouve un grand respect pour le pouvoir des ouragans. J'en ai vu beaucoup, peut-être 35 ou 40. Et pourtant, à chaque fois que j'en vois un, j'ai toujours ce sentiment d'admiration et d'émerveillement. Et je trouve ça terrifiant. Quand je suis parti au Texas pour suivre Harvey, j'étais très sceptique. Ça faisait plus de 10 ans que les États-Unis n'avaient pas connu d'ouragan réellement fort. Mais quelque chose m'a poussé à partir à sa poursuite. Et quand je suis arrivé au Texas, la tempête a pris vie. Le maire de Rockport a demandé aux habitants de quitter la ville ou d'écrire leur numéro de sécurité sociale sur eux pour que leur corps puisse être identifié. Comme beaucoup de villes le long de la côte du golfe du Mexique, Rockport est très vulnérable. La ville est juste au-dessus du niveau de la mer. Si un gros ouragan frappait la ville au mauvais endroit, cela pourrait créer un énorme raz-de-marée qui engloutirait tout. La situation était dangereuse. Le noyau puissant de Harvey a été repéré à Rockport. C'est désormais un ouragan de catégorie 4, sur une échelle allant jusqu'à 5. Les ouragans de cette ampleur sont capables d'anéantir des structures en béton.
J'ai vu ce tout nouveau complexe hôtelier, un gros bâtiment en béton, et je me suis dit que ce serait un bon endroit pour échapper à cet ouragan, que je serais en sécurité. J'avais tort. Le noyau central de l'ouragan, l'anneau intérieur qu'on appelle le mur de l'œil, est apparu quand le temps s'est assombri et le vent a commencé à souffler très fort. Des débris volaient partout. Si un morceau de tôle vous touche, il peut vous trancher la tête. Tout le bâtiment a commencé à bouger, à trembler avec la force des rafales. Et ce que j'avais cru être un bâtiment solide ne me paraissait maintenant plus si costaud que ça. Puis on a entendu un énorme craquement, et on a senti un gros courant d'air. Du vent s'était engouffré dans le bâtiment, des morceaux de plafond tombaient. Ça voulait dire que le vent avait éventré le bâtiment. Je vais m'occuper de vous. Restez là où je vous ai dit de rester, s'il vous plaît. Bien que l'hôtel soit construit pour résister aux ouragans, Harvey a emporté la façade est. La situation est grave. Le bâtiment a subi de graves dommages. L'escalier a été séparé du reste de l'hôtel. Les gens sont très inquiets. On se demandait si le bâtiment allait résister. Les gens sont piégés. Le danger est présent à l'extérieur et à l'intérieur. Mais Harvey prépare un autre mauvais tour. Harvey était un ouragan très intéressant en termes de structure. À la limite entre le mur de l'œil et l'œil calme se trouvaient ce qu'on appelle des mésovortex. C'est un terme pompeux pour parler de ces petits tourbillons violents. Ils sont petits, mais très dangereux. Ce sont d'énormes rafales qui s'abattent sur le bâtiment. Et en plus, comme il s'agit de toutes petites zones de basse pression, vos oreilles se bouchent et sont douloureuses. Harvey était plein de mésovortex. Après avoir tout détruit avec des vents allant à 200 km/h, Harvey se calme soudainement. Le centre, ou l'œil de l'ouragan, est étrangement calme. Cela permet à Josh d'aller examiner les dégâts. Des maisons se sont effondrées, des voitures se sont retournées. C'est un ouragan très violent. Et c'est pas fini, on n'en est qu'à la moitié. L'arrière du cyclone est là. Josh doit encore supporter quelques heures toute cette agitation avant qu'Harvey ne relâche enfin son emprise mortelle. Le lendemain matin, la ville de Rockport semble avoir été frappée par une gigantesque boule de démolition. L'hôtel était complètement démoli. On aurait dit une maison de poupée. Tout un mur s'était écroulé, donc on pouvait voir l'intérieur du bâtiment. Les chambres, les escaliers, c'était dingue. J'ai parcouru la ville en voiture et le spectacle était désolant. Des toits avaient été arrachés, des bâtiments s'étaient effondrés. On aurait dit que quelqu'un avait dynamité Rockport. Harvey a été très brutal. La prochaine cible de Harvey est la ville de Houston. Bien que l'ouragan ne soit plus qu'une tempête tropicale, il n'en a pas encore terminé pour autant. Dans la suite de l'épisode, nous allons voir comment Harvey a ravagé la 4e plus grande ville des États-Unis en déversant l'équivalent d'une année de pluie en moins d'une semaine. Oh, c'est pas vrai! Les ouragans sont les tempêtes les plus puissantes et mortelles du monde. Un ouragan moyen libère la même quantité d'énergie que 2000 bombes nucléaires. Si cette information ne vous décoiffe pas assez, sachez qu'ils peuvent provoquer des événements très étranges, voire même monstrueux. Les ouragans tirent leur force d'une pression atmosphérique extrêmement basse. Au centre de ces tempêtes se trouve le mur de l'œil, une ceinture de cumulonimbus à côté de l'œil calme. Le changement brutal de pression qui a lieu entre les deux zones fait exploser les yeux des poissons. Regardez, je veux vous montrer un truc affreux provoqué par l'ouragan Irma. Regardez ce poisson. Et celui-là. 1, 2, 3, 4 poissons morts. Regardez ça. L'ouragan prend l'expression « œil pour œil » très à cœur. Quand l'ouragan Irma a balayé les Caraïbes,
il a montré son incroyable puissance en mettant à sec les plages des Bahamas. Au centre de l'ouragan, où la pression est très basse, l'air est aspiré, emportant avec lui des milliards de litres d'eau de mer. L'océan se retrouve donc complètement métamorphosé. Au bout de quelques jours, la mer se rééquilibre et l'eau revient. Les victimes de cet assèchement sont les animaux de la mer. Alors qu'Irma arrivait en Floride, les Lamentins étaient en détresse. Ces animaux d'une demi-tonne sont aussi connus sous le nom de vaches de mer, car ils sont lents, aiment brouter les plantes aquatiques et des algues, et ils sont souvent mangés par les autres animaux. C'est pour cela que les pauvres Lamentins sont désormais une espèce menacée. Il est donc très important pour ces sauveteurs de garder celui-ci en vie. Grâce à leur emplacement septentrional, les îles britanniques ont rarement l'occasion d'observer des ouragans. Mais en 2017, Ophelia est passée juste à côté. Le littoral a été frappé par des vents violents et des vagues énormes. Ophelia a aussi teinté le ciel de rouge, lui donnant un air sinistre de fin du monde. En remontant vers le nord, vers l'Atlantique, l'ouragan a apporté de la poussière de sable du Sahara. En pénétrant la haute atmosphère, la poussière a dispersé la lumière bleue du soleil, laissant ainsi passer plus de lumière rouge, qui a une longueur d'onde plus importante. Les habitants du Royaume-Uni ont pu avoir un aperçu de ce qu'est la vie sur Mars. Juillet 2017, Coverack en Cornouailles, en Grande-Bretagne. Ce petit village portuaire situé sur la pointe sud-est de la Grande-Bretagne profite du soleil de l'été. Quand soudain, un habitant du nom de Peter Wood remarque un brusque changement météorologique. Il tombait une pluie très forte et on a remarqué qu'une sorte de cascade s'était formée dans l'escalier de notre jardin. Je me suis dit que c'était très inhabituel. Je me souviens avoir déjà vu une telle pluie, mais c'était dans la jungle péruvienne. En moins de 40 minutes, une crue soudaine menace de recouvrir Coverack. La route est maintenant très inondée. Attends, ralentis. On conduit dans une rivière. Il s'arrête. On est bloqué là. Voici la route qui descend vers Coverack. J'ai entendu dire que la route avait été fermée par les pompiers. Sur le quai, Marshall Dagger tente désespérément d'empêcher l'eau de pénétrer dans son magasin de souvenirs. Il essayait de balayer l'eau qui était devant sa boutique. D'autres personnes ont fini par le rejoindre pour l'aider. Marshall a ensuite pris des planches pour essayer de rediriger l'eau vers la mer. Mais Marshall se rend vite compte que la bataille est perdue d'avance. Quand la pluie a commencé à tomber plus fort, je me suis dit qu'il y avait un sérieux problème. L'eau est montée à 1,50 m. Elle tombait des digues. On aurait dit les chutes du Niagara. Comme si cela ne suffisait pas, le groupe est ensuite attaqué par d'énormes grêlons. C'était la première fois de ma vie que je voyais des grêlons aussi gros. Ils étaient de la taille d'une balle de ping-pong et ils faisaient mal. Couverts de coupures et de bleus, ils doivent abandonner la boutique de Marshall à son sort. Un peu plus haut dans le village, un couple de personnes âgées se retrouve coincé dans sa maison qui a rapidement été inondée. Le violent torrent entoure leur demeure. Leur seul espoir d'être sauvés repose sur les gardes-côtes. Cette journée-là était très ensoleillée. Quand on a reçu l'appel nous disant qu'on devait aider des gens de Coverack coincés à l'étage de leur maison à cause de l'inondation, on s'est dit, une inondation à Coverack? Mais il y a un grand soleil. Mais lorsque les opérateurs treuilistes Ian Copley et Niall Hanson arrivent sur place, la scène est catastrophique. Le couple âgé appelle désespérément à l'aide.
On a vu des mains qui sortaient de la fenêtre, et quand on est descendu, j'ai pu voir à travers un tout petit espace qu'il y avait un couple dans la maison. Je devais trouver comment les faire sortir. Il fallait que j'enlève la lucarne du toit. Mais enlever cette fenêtre se révèle être extrêmement compliqué. Niall est secoué par des rafales de 30 nœuds. J'étais suspendu à un câble, 4 mètres plus bas que l'hélicoptère. Il y avait beaucoup de vent. On était balancé dans tous les sens. Et moi, je devais réussir à retirer cette fenêtre. J'ai compris que je n'allais pas pouvoir la retirer. Notre mission était de faire sortir rapidement ces personnes. L'eau est très dévastatrice et on ne peut pas savoir si elle a atteint les fondations du bâtiment. Si c'est le cas, les murs peuvent très rapidement se fissurer. Une situation qui était presque normale pour nous s'est transformée en une véritable catastrophe. Chaque seconde étant précieuse, le groupe décide de s'occuper de la fenêtre de l'autre côté. Bien que l'accès soit plus simple, une brusque secousse pourrait faire passer tout le monde au travers d'une véranda en verre qui se trouve juste en dessous. J'ai dû convaincre un couple de personnes âgées de passer avec moi par la fenêtre. Rapidement, on s'est éloigné de la maison en héliportage et on est passé au-dessus de la rivière. Puis on s'est posé dans un champ à côté, où les pompiers nous attendaient. Heureusement, personne n'est décédé pendant l'inondation de Kovrak. La tempête n'a duré qu'1h30, mais elle a causé des dégâts très importants aux infrastructures et à une 50aine de bâtiments, dont la boutique de souvenirs de Marshall. Ce n'est que le lendemain matin, quand on est rentré dans la boutique, que ça m'a frappé. Tout était dévasté. C'était un spectacle désolant. La communauté soudée de Kovrak est passée à l'action. En seulement 15 jours, ils se sont mobilisés pour aider Marshall à nettoyer et à restaurer sa boutique afin de lui redonner sa gloire passée. La réaction du village a été magnifique. L'esprit de communauté a été fantastique. On s'est rendu compte de tout ce qu'on avait à Kovrak. Nous savons tous que les inondations peuvent causer une grande détresse à cause des vies et des biens qu'elles détruisent. Il y a beaucoup de dégâts ici. Mais quelques esprits courageux parviennent toujours à voir le bon côté des choses, même dans les pires situations. Ces habitants de Houston ont clairement été perturbés par les inondations dues à l'ouragan Harvey. Ils ont accroché un câble et un bateau gonflable à leur voiture. Robin, attrape! Ils ont même un service de rafraîchissement intégré. C'est pour vous, les mecs! Ouais, c'est pour nous! Ah, il l'a eu! C'est peut-être mieux de faire ça dans un bar, non? Pendant ce temps, ce prêtre cherche l'inspiration divine suite au déluge d'Harvey, en jouant du piano dans son salon inondé. À mon avis, le meilleur morceau pour illustrer la situation est Water Music d'Handel. Au moins, il a une bonne excuse en cas de fausse note. Il faut que je l'accorde. De l'autre côté de l'Atlantique, au Royaume-Uni, les Britanniques aussi connaissent la pluie et les inondations. Tu vas réussir, Boris. Appuie-toi contre le mur, il n'y a pas d'ortie. Ah si, attention à tes pieds. Mais quand il s'agit de traverser un bras de la Tamise submergé, ce courageux cycliste se retrouve complètement pris au dépourvu. Parce que blesser son ego n'était pas suffisant, il a également cassé son téléphone. Le remuer comme ça ne servira à rien. En Thaïlande, ils sont un peu plus créatifs.
Ces garçons ont fabriqué leur bouée tractée avec ce qui ressemble à une palette en bois. En 2017, le cyclone tropical Khanun a transformé ce quartier en zone sinistrée. Même pour se remonter le moral, ceci n'est pas du tout recommandé. Hawaï est connu pour ses gigantesques rouleaux dans le Pacifique et pour son surf. Mais quand une grosse averse tombe dans la vallée de Weimar, les locaux ont leur petit jeu. Ils creusent un grand trou dans un banc de sable pour laisser passer l'eau, créant ainsi une vague statique. Malin. Pas besoin de ramer pour attraper une vague, pas de requin, seulement du surf en continu. Enfin, tant que vous ne tombez pas. À suivre. Un phénomène météorologique extrêmement rare attaque par surprise un complexe balnéaire. C'était complètement inattendu. C'est devenu l'enfer. C'est pas possible! Puis, une collision en plein vol engage une lutte intense pour survivre. Nous venons d'être témoins de l'incroyable force de la nature avec l'ouragan de catégorie 4 Harvey qui s'est abattu au Texas. La prochaine ville dans sa ligne de mire est Houston. Même si Harvey n'est alors plus qu'une tempête tropicale, le gouvernement demande l'évacuation des 6,5 millions d'habitants. Et ceci pour échapper à ces inondations sans précédent. Aidez-nous, on a besoin d'aide. Il y a une famille dans l'eau. Vous pouvez pas les voir, mais ils sont juste là. Malheureusement, ces supplications ne sont pas écoutées et la plupart des personnes ont fermé leurs écoutilles pour tenter de survivre à tout ce que Dame Nature leur fait subir. Aidez-nous, je vous en prie, ils sont en train de se noyer. Harvey provoque la plus grosse inondation depuis 1000 ans, avec 122 billions de litres de pluie tombée. Cette quantité astronomique d'eau pourrait remplir 40 millions de piscines olympiques. Oh, c'est pas vrai! Ne paniquez pas! Environ un tiers de Houston est submergé. À certains endroits, l'eau monte jusqu'à 3,50 mètres. Regardez sa voiture! Oh, c'est pas vrai! Il s'agit d'une des plus grosses catastrophes naturelles ayant eu lieu aux États-Unis. Elle a demandé l'intervention d'un important groupe de secours composé des forces de police, des gardes-côtes et de l'armée afin de venir en aide à des milliers d'habitants pris au piège. À 500 km de là, à St. Joe, au Texas, l'ancien pompier Derek Morse assiste à ce spectacle avec effroi. On regardait les infos et on voyait des gens sur les toits de leur maison et des kilomètres de maisons inondées. C'était affreux. Derek est un fan invétéré de voitures. Il se réunit souvent avec d'autres amateurs pour s'adonner à leur passion commune, le Monster Truck. Depuis que je suis petit, j'adore les gros camions. Je possède 4 camions et j'adore les conduire. Incapable de rester en retrait et de regarder toute cette horreur à Houston, Derek a une idée géniale. J'ai posté une publication sur Facebook disant qu'on descendait dans le sud pour aider et que toute aide supplémentaire serait la bienvenue. Le lendemain midi, on est parti. On devait être 20 ou 25 et il y avait une douzaine de camions. Il y avait des gens du bâtiment, des militaires, des pompiers, des policiers en civil. Il y avait des gens de tous les milieux. Tous avaient le même but et la même mission, aider les gens plus au sud. Derek et son groupe sont parfaitement équipés pour leur mission de sauvetage grâce à leur Monster Truck. En effet, leur puissant moteur 6 litres et leurs énormes pneus d'1 mètre de haut les isolent bien du sol. Salut! Bah alors, comment ça va? Ça va! Je viens sauver tout le monde. Vous étiez là depuis combien de temps? 4 ou 5 jours. 5 jours, la vache! Je me souviens d'une femme qui criait. Elle était avec plusieurs enfants.
Ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient là, sans eau ni nourriture. Ouais, allez-y. Mettez les enfants sur vos épaules. On essayait de les faire rire, qu'ils se sentent en sécurité. Puis on les a emmenés dans un endroit sûr et on leur a donné à manger. Énormément de gens avaient besoin d'aide. Tandis que Derek tente de résoudre la crise humanitaire, d'autres ont aussi besoin d'aide. Les animaux. Viens ici, ma belle, allez. Elle est encore ici? Allez, viens. Allez, viens ma belle. Dans leur départ précipité, certaines personnes ont dû abandonner leurs animaux, Oh non, ce chaton doit pas rester là. les laissant à la merci des inondations. Vous l'avez? Oui. Pour la bénévole Jess Cochrane, c'était une course contre la montre. Dès que j'ai entendu qu'une tempête de catégorie 5 avait lieu, je me suis dit que chaque seconde comptait. Pendant qu'ils attendent qu'on vienne les chercher, ils souffrent. Ils attendent désespérément que quelqu'un vienne les aider. La seule chose qu'on puisse faire, c'est d'intervenir dès que possible et faire notre boulot. Pendant 10 jours, Jess a travaillé sans relâche, du matin au soir, afin de sauver des centaines d'animaux. Elle nous partage l'histoire poignante du sauvetage de 2 chiens sur le point de mourir. Quand on est arrivé à la maison, toutes les portes étaient fermées, donc on a dû casser une fenêtre. L'intérieur de la maison était très sombre. Allumez la lampe torche. Il me faut de la lumière. L'eau nous montait jusqu'à la poitrine. Doucement. On a réussi à trouver un chihuahua en haut d'une étagère. On devrait pouvoir lui passer la laisse. Doucement, mon beau, doucement. Il a peur. Ouais. Tu as la laisse? Oui, vas-y, attache-la. Coucou, mon beau. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Il t'aime bien. Le chien était terrorisé. Il était trempé et il tremblait de tous ses membres. Tout va bien se passer. On est là pour t'aider. On a été surpris que l'autre chien ne soit pas aussi sur l'étagère. Il était sur un coussin de canapé qui flottait à l'autre bout de la pièce. C'est bon, je l'ai. Tu l'as, toi? Allez, on y va. Le simple fait que ces chiens soient encore en vie relevait du miracle. Allez. On l'a vu qui flottait sur un tapis. On a sauvé environ 200 animaux. Des chiens, des chats, des poules et même un tatou. Tandis que Jess accomplissait son honorable sauvetage d'animaux, de l'autre côté de la ville, le chef des Monster Trucks, Derek, s'est retrouvé à devoir sauver les sauveteurs. On roulait dans la ville, on était sous l'eau, et on a aperçu un camion de militaires abandonné. On a vu qu'ils étaient coincés. On avait l'équipement pour les aider, alors on les a aidés. Mesdames et messieurs, on va tirer. C'était très lourd. C'était un camion d'environ 9 tonnes. Reculez! Reculez! Le plus dangereux quand on tire une charge lourde, c'est que la sangle de traction lâche, ce qui pourrait couper un bras ou une jambe à quelqu'un. On est en train de tirer là. Si ça lâche, ça pourrait vous tuer. On a essayé d'éloigner les gens, mais c'était pas facile. Pour nous, c'était une situation habituelle. On fait souvent ça, mais pour eux, c'était exceptionnel. Ils étaient contents d'aider. On estime que les dépenses liées au nettoyage des dégâts provoqués par Harvey atteignent la somme ahurissante de 180 milliards de dollars. Cet ouragan pourrait dépasser Katrina et devenir la catastrophe naturelle la plus coûteuse pour les États-Unis. 88 personnes sont décédées, plus de 200 000 logements ont subi des dégâts, plus d'1 million de voitures ont été détruites. Et le poids de l'eau des inondations ayant abaissé la croûte terrestre, Houston s'est enfoncé de 2 cm. Heureusement, le niveau a depuis été rétabli. Mais au beau milieu de cette tragédie nationale, de nombreux actes altruistes ont été observés. Derek a été remercié par une personne connue de tous. On m'a appelé pour me remercier et me demander si j'avais le temps de rencontrer le président et la première dame. J'avais pas de vêtements, j'ai emprunté des chaussures et une ceinture à un ami. J'ai acheté un pantalon, un t-shirt et un chapeau. J'ai vraiment fait attention à mes manières.
C'était très touchant et enrichissant. C'est l'une des plus belles choses auxquelles j'ai participé. Santa Barbara, dimanche 3 septembre 2017. Leonard Diaz profite de son dimanche en famille dans ce complexe balnéaire de la Californie du Sud. C'est l'endroit le plus ensoleillé de l'État. C'est une station balnéaire et il faisait très beau. Alors il y avait beaucoup de monde. Les gens s'amusaient. Mais en quelques minutes, le bonheur des gens se transforme en terreur à cause d'un étrange phénomène climatique. D'un coup, il s'est mis à pleuvoir. Tout le monde est en train de paniquer parce qu'il pleut à la plage. J'avais jamais vu une pluie aussi forte. C'est le déluge maintenant. La pluie s'est mise à tomber de plus en plus fort. La vache! Attention, sois prudent! Le vent s'est levé et une dizaine de grands parasols s'est fait emporter dans les airs. La vache! Quand j'y repense, je me dis que c'était un assez beau spectacle de voir tous ces parasols virevolter dans les airs. Mais sur le moment, ça faisait très peur. La panique augmentait. Les gens avaient compris que ce qui se passait n'était pas normal. C'est devenu l'enfer. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Léonard et les personnes présentes sur la plage sont au beau milieu d'une micro-rafale. Attends, panique pas, reste à côté de moi. Une tempête brutale et de courte durée, avec des vents aussi forts que ceux d'une tornade. La micro-rafale a duré quelques minutes seulement, mais c'était suffisant pour créer un mouvement de panique. Le vent allait à plus de 160 km/h. On était sur une plage, donc c'était impossible de se mettre à couvert. On n'avait aucun endroit où s'abriter. Les gens couraient, les familles et les enfants criaient. Les gens se serraient les uns contre les autres. On ne savait pas quoi faire. Oh mon Dieu, rentre, rentre. À quelques rues de la plage se trouve un quartier de Santa Barbara regroupant des bars et des cafés. Regardez le container! Ces images nous montrent la force dévastatrice des micro-rafales. Sur le chemin du retour, c'était incroyable de voir tous les dégâts causés par la micro-rafale. Des arbres étaient tombés sur des voitures ou sur des bâtiments. Certains bloquaient la route. Il y avait des débris partout, des dégâts très importants. Ça a sûrement coûté des millions de dollars en réparation à la ville de Santa Barbara. Après avoir vécu cette expérience traumatisante de micro-rafale, Léonard s'aventure désormais sur les plages en ayant un peu plus conscience de l'incroyable puissance des éléments. C'est impressionnant que quelque chose qui dure si peu de temps puisse causer autant de dégâts. Après un tel événement, j'éprouve un certain respect envers Dame Nature. Elle peut être magnifique et l'instant d'après, être terrible. C'était les minutes les plus effrayantes de ma vie. Les micro-rafales sont de puissantes colonnes d'air localisées qui se forment quand de l'air plus froid descend brutalement sous un orage. Lorsque l'air touche le sol, il se disperse en éventail à une vitesse de 160 km/h. Il commence à grêler. C'est pas vrai. Comme par exemple lors de cette micro-rafale à Brisbane, en Australie. Regardez-moi la taille de ces grêlons. Les grêlons font la taille d'une balle de ping-pong et les vents sont très violents. Regardez ça, c'est fou. Et vous avez vu ce vent? Oh mon Dieu! Comme leur nom l'indique, les micro-rafales sont de courte durée. Quelqu'un cherche un abri là-bas. Elles peuvent durer de quelques secondes à quelques minutes.
Certains grêlons étaient plus gros que des balles de golf. Ils ne s'étendent que sur de petites zones de moins de 4 km. C'est dingue. Regardez ce vent. Ça vient vers nous. De par leur soudaineté et leur force, les micro-rafales sont souvent confondues avec les tornades. C'est quoi? C'est une micro-rafale. Elles sont beaucoup plus fréquentes. Il y a 10 fois plus de micro-rafales que de tornades. Ça plaît pas trop aux oiseaux. Regarde tous ces oiseaux. Ça leur plaît vraiment pas. C'est fou. Il y en a des milliers. Oh la vache, c'est vraiment dingue. La famille qui a assisté à cette grosse micro-rafale dans l'État d'Arizona aux États-Unis estime que le vent allait à 190 km/h. On rentre, allez, par ici. Au sol, éloignez-vous des fenêtres, éloignez-vous vite. Éloignez-vous. Restez ici. Ça va aller. Tout va bien se passer. Avec les grêlons qui arrivent, les choses s'annoncent mal pour leurs pauvres chiens restés dehors. Je vais chercher Marley. Elle est où? Elle a peur. Fort heureusement, ce papa super-héros a bravé les éléments pour la secourir. T'es là! Les grêlons sont énormes. Les micro-rafales peuvent être humides ou sèches, en fonction de l'humidité. Cette micro-rafale sèche crée aussi des problèmes, alors que cet avion tente un atterrissage particulièrement périlleux sur l'île de Madère au Portugal. Selon une estimation, les micro-rafales descendantes ont provoqué une vingtaine d'accidents de grandes compagnies aériennes, causant la mort de plus de 500 personnes. Jusqu'à récemment, ce phénomène météorologique était encore un mystère. De nombreux accidents ont ainsi été attribués à une erreur du pilote. Même avec la technologie de pointe que l'on possède aujourd'hui, il est encore impossible de détecter les micro-rafales, car elles sont soudaines et courtes. Cet habitant d'Ocean City au New Jersey a ainsi été pris au dépourvu lorsque le temps, qui était alors seulement un peu pluvieux et venteux, est brusquement devenu chaotique. Lorsque le vent atteint l'intensité d'une tornade, cet homme à la caméra ne le supporte pas. L'aérodrome de Superior dans le Wisconsin aux États-Unis. La porte? Lors d'une fraîche soirée du mois de novembre 2017, Amy et Chad Ebling, 2 des 9 parachutistes présents dans ces 2 avions, se préparent pour un saut en groupe. C'était un saut un peu plus risqué et qui faisait monter l'adrénaline. C'était mes sauts préférés. Le saut en parachute est un sport extrême qui comporte de nombreux dangers. Il repose énormément sur la météo, et cette journée-là était parfaite selon Mike Robinson. La météo est très importante pour le saut en parachute. Le temps était parfait, le ciel était bleu, le vent était doux. C'était vraiment la journée idéale pour un saut en parachute. Mais parfois, même une dame nature inoffensive peut être dangereuse. Elle peut vous procurer un faux sentiment de sécurité. Et si vous vous laissez déconcentrer à 350 000 mètres d'altitude, les conséquences peuvent être catastrophiques. Bam! Vous imaginez 2 voitures qui se crachent sur l'autoroute? C'est le même son qu'on a entendu. Puis une aile s'est détachée de l'avion. Et elle s'est enflammée. Je regardais ça d'en bas, j'y croyais pas mes yeux. À ce moment-là, chacun devait se débrouiller tout seul pour survivre. Quand la collision a eu lieu, Amy était à la porte de l'avion. C'est arrivé très vite et très brusquement. C'était vraiment bizarre. On aurait dit 2 aimants attirés l'un par l'autre. Quand l'explosion a eu lieu, il a fait très chaud. On était juste à côté.
Quand l'impact a eu lieu, je pourrais dire que j'étais terrifié, stressé ou terrorisé. Mais c'est pas suffisant pour décrire cette sensation. C'était tellement surréaliste. Je me souviens avoir vu l'avion frapper Sarah. Et elle est tombée. Sur le coup, j'ai vraiment cru qu'elle était morte. J'ai attrapé le côté de l'avion et j'ai poussé sur mes bras pour m'éloigner. Mais il y avait du feu et des bouts de métal partout. J'ai été frappée à la bouche. J'avais l'impression d'être sur un champ de bataille avec des éclats d'obus et des débris, du feu et des gens partout. Propulsé au beau milieu de ce carnage, Mike avait du mal à en croire ses yeux. J'ai vu cette grosse boule de feu juste au-dessus de moi, sûrement à 1,50 m de ma tête. J'étais en chute libre et je tombais un peu plus vite que l'aile. Je savais très bien qu'en ouvrant mon parachute, j'allais beaucoup ralentir. Donc je voulais m'éloigner le plus possible de la zone d'impact pour que, quand l'aile descendrait, je ne sois pas en dessous et pour qu'elle ne me touche pas. Alors que tous les parachutistes luttaient pour leur survie, le pilote de l'avion à l'aile arrachée faisait une chute mortelle. C'est hallucinant de voir son avion foncer droit vers le sol comme un missile, en se demandant si le pilote a la moindre chance de survivre. Il a réussi à s'extraire in extremis et à ouvrir son parachute de secours. S'il n'était pas sorti de l'avion au moment où il l'a fait, 15 secondes plus tard, il était mort. L'avion s'est écrasé sur un parking en gravier et l'impact a été si fort que l'appareil s'est retrouvé enterré à plus d'1 mètre de profondeur. Le deuxième pilote, malgré la perte de puissance du moteur, est parvenu à atterrir. Quant aux autres parachutistes, à part quelques égratignures et quelques bleus, ils sont tous sortis indemnes de cette terrifiante épreuve. Juste après avoir atterri, j'arrivais pas à réaliser ce que je venais de vivre. Je venais de survivre à l'impossible. C'était tellement bouleversant. Je me suis recroquevillée et j'ai pleuré. Pour mieux évaluer l'importance de leur miraculeuse survie, il est intéressant de savoir que 15 jours avant leur accident, un terrible incident similaire avait eu lieu en Belgique, provoquant la mort des 11 parachutistes présents. C'est un vrai miracle qu'on ait tous survécu. C'est également un miracle que personne n'ait été blessé au sol. On a créé une organisation à but non lucratif qui s'appelle Miracle 11, les 11 miraculés. Grâce à nos vidéos, on a pour l'instant récolté 32 000 $. On a ainsi pu offrir une aide financière à des personnes qui en ont besoin. On se sentirait mal de tirer profit de cette terrible expérience. Ce n'est pas la seule chose positive qui a suivi cet événement. 9 mois après l'accident, Amy et Chad se sont mariés. Ils ont bien évidemment scellé leur union pendant un saut en parachute. On est mariés depuis 3 ans et demi. On a réussi à s'épanouir et ça me motive à vivre ma vie plus passionnément. On veut pas seulement exister et traverser la vie, on veut vivre la vie. Ça m'a poussé à ne pas oublier mes passions et mes rêves. Ça m'a fait prendre conscience de ma mortalité. Super saut. On dit que la foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit. Et c'est vrai. Dans le monde entier, la foudre tombe une centaine de fois par seconde. Dans la ville de Annam-si, en Corée du Sud, un automobiliste évite prudemment ce piéton sur un parking peu éclairé. Un éclair tombé du ciel le rate de quelques mètres. L'homme est sous le choc et a les sourcils brûlés, mais il continue tout de même à marcher tranquillement. À Moscou, en Russie, des coups de tonnerre grondent autour de cet automobiliste.
On pourrait croire qu'il est à l'abri de tout danger, puisque le châssis en métal de la voiture devrait rediriger l'éclair vers le sol. Mais la foudre tombe sur un lampadaire. Celui-ci manque de peu de briser le pare-brise de la voiture. Si l'on en croit les nuages de fumée qui apparaissent, l'automobiliste va devoir éviter une autre forme d'électrocution, celle des lignes électriques tombées à terre. Dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, ce couple de plongeurs est interrompu par un orage. Ils en profitent pour faire un petit selfie romantique. Ils ont eu la peur de leur vie. Anna, cette jeune apprentie journaliste météo, présente son bulletin. Et heureusement, elle va survivre à une attaque météorologique surprise. Nous sommes en direct et nous avons un soleil radieux aujourd'hui avec des petites averses et... Nous assistons à un affrontement entre les feux d'artifice créés par les humains et les éclairs de Dame Nature. Au début, ils sont tous les deux à égalité. Le scintillement coloré des feux d'artifice alterne avec la puissante illumination des éclairs à travers le ciel. Mais après un certain moment, Dame Nature commence à en avoir marre de ce petit nouveau prétentieux et porte le coup de grâce. Oh mon Dieu, c'est pas possible! Dans cet épisode, nous avons vu Dame Nature faire rage de manière incontrôlable. Nous avons vu à quel point nous étions vulnérables. Nous l'avons vu démolir, détruire et nous rire au nez. Vous en verrez encore plus dans le prochain épisode, parce que personne ne peut arrêter la nature meurtrière. Oh, c'est pas vrai!